En Antarctique, un glacier grand comme la Floride retient assez de glace pour faire monter les mers d'environ 65 cm. Mais le vrai danger n'est pas sa taille. Sous Thwaites, l'eau chaude avance là où les satellites voyaient mal. Et ce que les chercheurs ont trouvé sous la glace change le compte à rebours. Thwaites n'est pas un glacier ordinaire. C'est une immense rivière de glace de l'Antarctique occidentale, souvent comparée à la taille de la Floride. Elle s'écoule lentement vers la mer d'Amundsen, dans une région si isolée que, pendant longtemps, les scientifiques n'ont pu l'observer presque que depuis l'espace. Son surnom, lui, est beaucoup moins scientifique. Dans les médias anglophones, Thwaites est devenu le Doomsday Glacier, le glacier de l'apocalypse. Les chercheurs utilisent ce nom avec prudence, parce qu'il donne l'impression d'une catastrophe brutale et immédiate. C'est pas ce que disent les données. Mais ce surnom existe pour une raison très concrète. Thwaites contient assez de glace posée sur le continent pour ajouter environ 65 cm au niveau moyen des mers s'il disparaissait entièrement. 65 cm, ce n'est pas une vague géante qui arrive en une nuit, c'est une élévation globale, progressive, qui se combine ensuite aux marées, aux tempêtes, à l'érosion et aux inondations côtières. Ce chiffre est déjà énorme, mais il cache un problème plus profond. Thwaites contribue aujourd'hui à une part mesurable de la montée mondiale du niveau de la mer, souvent estimée autour de 4%. Cela signifie qu'il n'est pas seulement une menace future. Il participe déjà au changement que les marégraphes et les satellites mesurent. La première erreur serait pourtant de croire que le danger se résume à un gros bloc de glace qui fond. Un glacier n'est pas un glaçon posé sur une table. C'est un système en mouvement. La neige tombe à l'intérieur du continent, se compacte, devient de la glace, puis cette glace s'écoule vers l'océan sous son propre poids. À son extrémité, une partie de cette glace peut continuer sur la mer sous forme de plateforme flottante. Cette plateforme ne fait presque pas monter le niveau de la mer quand elle fond, puisqu'elle flotte déjà. Mais elle joue un rôle essentiel. Elle agit comme un frein. Elle retient la glace située derrière elle, celle qui repose encore sur le continent. Ce détail change tout. Si la plateforme flottante s'affaiblit, la glace terrestre peut s'écouler plus vite vers l'océan. Et cette glace-là ajoute de l'eau aux mers. Dans le cas de Thwaites, ce frein naturel est justement l'un des points les plus surveillés du continent antarctique. Les scientifiques ne se sont pas intéressés à Thwaites par simple fascination pour les extrêmes. Ils l'ont fait parce que la région où il se trouve, la mer d'Amundsen, perd de la glace rapidement depuis plusieurs décennies. Thwaites et le glacier voisin Pine Island sont deux des systèmes les plus importants de cette zone. Leur comportement influence une partie entière de l'Antarctique occidentale. Ce qui rend Thwaites inquiétant, c'est pas seulement sa largeur ou son volume, c'est sa position. Il se trouve à l'avant d'un bassin de glace beaucoup plus vaste. Derrière lui, le socle rocheux de l'Antarctique occidental descend en grande partie sous le niveau de la mer. Autrement dit, la glace ne repose pas toujours sur une terre haute et stable. Cette géographie crée une vulnérabilité rare. Si l'océan parvient à s'insinuer sous le glacier, et si la zone où la glace touche le sol recule, le système peut devenir difficile à stabiliser. Ce n'est pas une certitude de catastrophe immédiate, c'est un risque physique connu, étudié et assez sérieux pour mobiliser des équipes internationales pendant des années. En 2018, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé l'International Thwaites Glacier Collaboration, l'un des plus grands programmes jamais consacrés à un seul glacier. L'objectif n'était pas de confirmer un scénario sensationnel. Il était de comprendre ce qui se passait réellement sous la glace, là où les satellites ne pouvaient pas voir directement, car depuis l'espace, Thwaites donne déjà des signes clairs de changement. Sa surface s'amincit dans certaines zones, son écoulement a accéléré par endroits. Sa ligne d'échouage, la limite où la glace cesse de reposer sur le fond et commence à flotter, a reculé dans plusieurs secteurs observés. Mais même ces données ne montrent pas toute l'histoire. Un satellite peut mesurer une hauteur, une vitesse, une perte de masse. Il peut détecter une fissure en surface. Il peut suivre un iceberg qui se détache. Mais il ne peut pas
à lui seul, dire exactement comment l'eau de mer circule dans les cavités obscures sous la plateforme. C'est là que l'histoire devient plus inquiétante. Pendant longtemps, la grande image était celle d'un glacier immense, affaibli par le réchauffement de l'océan. Puis, les chercheurs ont commencé à comprendre que Thwaites n'était être pas seulement en train de perdre de la glace, il se trouvait à l'entrée d'un piège géologique. Ce piège ne ressemble pas à une falaise qui s'effondre devant une caméra. Il est invisible depuis la surface. Il se trouve sous le niveau de la mer, à l'endroit exact où la glace tient encore au continent. Et si cette zone commence à reculer de la mauvaise façon, Thwaites n'est plus seulement un glacier menacé. Il devient une porte. Et derrière cette porte, il y a une partie beaucoup plus grande de l'Antarctique occidental. La porte existe réellement. Derrière Thwaites, une grande partie du socle de l'Antarctique occidental descend sous le niveau de la mer. Cela signifie que l'océan n'attaque pas seulement le bord du glacier. Il peut s'approcher de sa base, là où la glace tient encore au continent. Ce détail est l'un des plus importants de toute l'histoire. Un glacier posé sur un terrain élevé peut reculer, puis parfois retrouver une forme d'équilibre si les conditions changent. Mais Thwaites repose en partie sur un lit rocheux qui plonge vers l'intérieur du continent. Dans certaines zones, plus la glace recule, plus le fond devient profond. Ce genre de configuration est dangereux pour une raison simple. À l'endroit où le glacier quitte le sol pour commencer à flotter, l'épaisseur de glace contrôle en partie la quantité de glace qui s'écoule vers la mer. Si cette ligne recule vers une zone plus profonde, la glace au point de contact peut être plus épaisse. Et plus de glace peut alors passer vers l'océan. Les glaciologues appellent ce risque l'instabilité des calottes marines, ou Marine Ice Sheet Instability. Le nom est technique, mais l'idée est directe. Quand une calotte glaciaire repose sur un socle sous-marin incliné dans le mauvais sens, un recul peut s'auto-entretenir. Pas forcément toujours, pas partout. Mais, dans certaines conditions, oui. C'est pour cela que Thwaites est si surveillé. Sa faiblesse ne vient pas seulement de la chaleur de l'air. En Antarctique, l'air reste très froid une grande partie de l'année. La menace principale vient souvent de l'océan. De l'eau relativement chaude peut circuler sous les plateformes flottantes et faire fondre la glace par en dessous. Chaude, ici, ne veut pas dire agréable. Près de l'Antarctique, une eau à peine au-dessus du point de congélation de l'eau de mer peut être assez chaude pour ronger la glace. Le point de congélation change avec le sel et la pression. Une petite différence de température peut donc fournir beaucoup d'énergie à la base du glacier. La zone cruciale s'appelle la ligne d'échouage. D'un côté, la glace repose sur le fond marin. De l'autre, elle flotte. Cette frontière n'est pas une ligne peinte sur une carte. Elle bouge avec les marées, avec la pression, avec l'amincissement de la glace et avec la forme du socle rocheux. Si la glace s'amincit près de cette frontière, elle peut se soulever et flotter plus loin vers l'intérieur. La ligne d'échouage recule alors. Et si elle recule sur un terrain qui descend vers l'intérieur, le glacier peut entrer dans une phase où chaque recul rend le recul suivant plus facile. Cela ne veut pas dire que Thwaites va s'effondrer d'un seul coup. Les scientifiques sérieux parlent d'échelles de temps allant de décennies à siècles pour les grands changements. Mais l'inquiétude vient du fait que certains seuils, une fois franchis, pourraient être difficiles à inverser à l'échelle humaine. Une autre idée importante doit être claire. La fonte de la plateforme flottante n'élève pas directement la mer de façon majeure. Mais si cette plateforme perd son rôle de contrefort, la glace terrestre, derrière elle, peut accélérer. C'est ce mécanisme indirect qui transforme une fonte sous-marine en problème mondial. Dans d'autres régions de l'Antarctique, les scientifiques ont déjà vu ce rôle de frein disparaître. L'exemple souvent cité est celui de la plateforme Larsen B, qui s'est désintégrée en 2002 sur la péninsule antarctique. Après sa disparition, plusieurs glaciers qui l'alimentaient ont accéléré. Thwaites n'est pas identique à Larsen B, mais le principe du contrefort est bien réel. Le piège de Thwaites est donc double. D'abord, l'océan peut atteindre la glace par en dessous.
Ensuite, le terrain sous la glace peut favoriser un recul difficile à stopper. Une fissure visible en surface n'est qu'un symptôme. Le vrai point critique peut commencer dans une cavité noire, sous des centaines de mètres de glace. C'est précisément ce qui rend le sujet difficile à raconter honnêtement. Les images les plus spectaculaires montrent des icebergs qui se détachent. Mais les données les plus importantes concernent parfois des interfaces invisibles. Quelques mètres d'eau, quelques degrés au-dessus du point de congélation, quelques kilomètres de recul dans une zone où personne ne peut marcher. Pendant des années, les satellites ont donc été indispensables. Ils ont montré que Thwaites changeait. Ils ont mesuré son amincissement, son mouvement, sa perte de masse, mais ils ont aussi posé une question plus grave. Si la surface montrait déjà les symptômes, que se passait-il dans la partie que les satellites voyaient le moins ? Le recul pouvait commencer loin des caméras, sous la mer, là où la glace cesse de tenir au continent. Et depuis l'espace, les chercheurs ont d'abord vu quelque chose d'impossible à ignorer. Thwaites n'était pas stable. Le point critique a commencé à apparaître depuis l'espace. Les satellites ont vu Thwaites s'amincir, reculer dans certaines zones et perdre de la masse depuis la fin du XXe siècle. Mais ils ont aussi révélé une limite gênante. Ils observaient surtout les symptômes, pas la blessure. Les satellites sont devenus les yeux principaux des glaciologues en Antarctique. Ils mesurent l'altitude de la glace avec des altimètres, ils suivent le mouvement de la surface avec des radars, ils détectent les changements de masse avec des missions gravimétriques comme GRACE et GRACEFO. Sans eux, Thwaites resterait presque impossible à surveiller régulièrement. Ces observations ont montré une tendance claire. La région de la mer d'Amundsen, où se trouvent Thwaites et Pine Island, perd de la glace rapidement. Thwaites contribue déjà à la montée mondiale du niveau de la mer. Les mesures ne décrivent pas un glacier intact, qui pourrait devenir dangereux un jour. Elles décrivent un système déjà en train de changer. La vitesse d'écoulement est un signal essentiel. Quand un glacier accélère, davantage de glace terrestre atteint l'océan. Dans certaines parties de Thwaites, les observations satellitaires ont montré une accélération par rapport aux décennies précédentes. Ce n'est pas uniforme sur toute sa largeur, mais c'est assez net pour que la région soit devenue l'une des plus étudiées du continent. L'amincissement est un autre signal. Si la surface baisse, cela peut vouloir dire que la glace perd de l'épaisseur. En Antarctique, il faut séparer plusieurs causes, moins d'accumulation de neige, écoulement plus rapide, fonte basale sous les plateformes. Pour Thwaites, les données indiquent surtout un rôle majeur de l'océan et de la dynamique glaciaire. La ligne d'échouage a également reculé dans plusieurs secteurs. C'est un détail plus inquiétant qu'une simple fracture en surface. Quand cette ligne recule, la zone de contact entre la glace et le sol se déplace vers l'intérieur du continent. C'est exactement la région qui détermine si le glacier reste accroché ou s'il commence à flotter plus loin. Mais les satellites ont un défaut. Ils observent très bien la surface, pas directement la cavité sous la glace. Ils peuvent déduire. Ils peuvent mesurer une déformation, une variation d'altitude, une vitesse. Ils peuvent repérer une zone qui s'amincit, mais ils ne peuvent pas toujours dire comment l'eau circule sous une plateforme de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. C'est là que les modèles entrent en jeu. Les scientifiques utilisent les données satellites pour construire des simulations. Ces modèles tentent de représenter la glace, le fond marin, les températures de l'océan, les fractures et les rétroactions entre tous ces éléments. Le problème, c'est que Thwaites dépend justement de processus très difficiles à mesurer directement. Un modèle peut estimer une fonte moyenne sous la glace, mais une moyenne peut masquer la façon réelle dont la fonte attaque le glacier. Si la glace fond légèrement partout, l'effet n'est pas le même que si la fonte se concentre dans des fissures, des terrasses ou près de la ligne d'échouage. Et c'est exactement le type de détail que les satellites seuls ne peuvent pas résoudre. Cette limite a forcé les chercheurs à aller plus loin. Observer Thwaites depuis l'orbite ne suffisait plus, il fallait mesurer l'océan devant le glacier, il fallait cartographier le fond marin, il fallait comprendre les cavités cachées sous la plateforme flottante. Et dans certains cas, il fallait percer la glace.
L'International Thwaites Glacier Collaboration a été créée pour répondre à ce problème. Des équipes ont déployé des radars, des instruments océaniques, des véhicules sous-marins, des forages à eau chaude et des stations GPS. Le but était de transformer un glacier observé de loin en système mesuré de près. Chaque nouvelle mesure a rendu l'histoire moins simple. D'un côté, Thwaites ne s'effondrait pas comme un château de cartes. De l'autre, il montrait des signes de faiblesse dans des endroits très précis. La réalité n'était pas seulement le glacier fond. Elle était plus inquiétante. Certaines pièces du système semblaient perdre leur rôle de verrou. Une de ces pièces est la plateforme de glace orientale de Thwaites. Elle flotte déjà, donc sa fonte ne ferait pas directement une mer comme la fonte de glace terrestre, mais elle ralentit une partie du glacier. Elle agit comme un calme, un frein naturel contre le courant vers l'océan. Les satellites et les relevés aériens ont montré que cette plateforme était endommagée. Des fractures se développent, des zones de cisaillement s'élargissent, certaines fissures coupent la glace dans des directions qui peuvent favoriser sa désorganisation. Ce n'est pas une simple craquelure esthétique. Dans une plateforme de glace, la géométrie des fractures détermine la résistance. Cette plateforme orientale est aussi en partie stabilisée par un relief sous-marin. La glace flottante y frotte ou s'appuie contre une zone du fond marin, ce qui lui permet de retenir davantage la glace en amont. Si cet appui perd son efficacité, le glacier peut s'écouler plus librement. C'est ici que le titre « Craque plus vite que prévu » doit être compris avec précision. Il ne signifie pas que tout Thwaites est en train de se briser en direct. Il signifie que certaines zones de sa plateforme, certaines fractures et certains mécanismes cachés ont obligé les chercheurs à revoir des hypothèses simples sur sa stabilité. La surface racontait donc déjà une histoire grave. Thwaites s'amincissait, il accélérait dans certains secteurs, sa ligne d'échouage reculait, mais la partie la plus importante n'était pas encore visible. Elle concernait le frein qui ralentissait le glacier. Et ce frein, vu depuis l'espace, commençait lui aussi à se fissurer. Le frein visible était la plateforme de glace orientale. Elle ne bloquait pas Thwaites comme un mur, mais elle le ralentissait en frottant et en s'appuyant sur des reliefs sous-marins. Quand les chercheurs ont vu ces fractures s'organiser, le problème a changé de catégorie. Une plateforme de glace est une extension flottante d'un glacier. Elle se forme quand la glace terrestre avance jusqu'à l'océan sans se détacher immédiatement. Elle flotte, mais elle reste attachée au glacier. Cette connexion lui permet d'exercer une résistance. Les glaciologues appellent cela l'effet de contrefort ou buttressing. Ce rôle est essentiel à Thwaites. Si la plateforme reste solide, elle ralentit une partie de l'écoulement. Si elle se fracture trop, elle peut perdre ce rôle. Et si elle perd ce rôle, la glace posée sur le continent peut avancer plus vite vers la mer. La plateforme flottante ne fait pas monter directement l'océan, mais sa disparition peut libérer ce qui le fait monter. La plateforme orientale de Thwaites est particulièrement surveillée parce qu'elle est accrochée, en partie, à une élévation du fond marin. Cet appui agit comme un point de résistance. La glace n'est pas simplement emportée par l'océan, elle est retenue par la géométrie du fond. Mais cette résistance dépend de l'état mécanique de la plateforme. Or, les observations ont montré des fractures importantes. Certaines zones sont traversées par des fissures longues. D'autres sont affaiblies par des bandes de cisaillement, des régions où la glace se déforme fortement parce que des parties du glacier se déplacent à des vitesses différentes. Une plateforme peut survivre avec des fissures, mais si les fissures se connectent, la structure change. En 2021, lors de présentations scientifiques très commentées, des chercheurs liés à l'étude de Thwaites ont alerté sur le fait que la plateforme orientale pourrait perdre une partie importante de sa stabilité à l'échelle de quelques années à quelques décennies. Certains résumés médiatiques ont retenu la formule dans 5 ans. Il faut être précis. Cela visait la plateforme orientale, pas tout le glacier. Même avec cette nuance,
L'alerte était sérieuse. Perdre une plateforme de glace, ce n'est pas seulement perdre un morceau blanc sur une carte, c'est perdre un système de freinage. Quand un frein lâche, le danger n'est pas seulement l'objet qui tombe, c'est la masse qu'il retenait derrière lui. Les chercheurs savent que ce genre de mécanisme existe. Après la désintégration de la plateforme Larsen B en 2002 sur la péninsule antarctique, plusieurs glaciers qui s'y déversaient ont accéléré. Thwaites est plus grand, plus complexe et situé dans un contexte différent. Mais l'idée générale est la même. Les plateformes flottantes contrôlent le débit de glace terrestre. Sur Thwaites, le risque vient aussi de la forme des fractures. Une fissure isolée peut rester stable longtemps. Une fissure qui s'allonge vers une zone de faiblesse peut changer l'équilibre. Une série de fissures qui se connectent peut transformer une plateforme en morceaux plus mobiles. Les images satellites ont montré que cette fragmentation n'était pas une possibilité abstraite. Mais il y a un piège narratif. On pourrait croire que les fissures sont la cause principale. En réalité, elles sont aussi un symptôme. La glace se fracture parce qu'elle est soumise à des contraintes mécaniques, parce qu'elle s'amincit, parce que l'océan la ronge par-dessous et parce que son contact avec le fond marin change. La surface craque, mais l'attaque vient souvent d'en bas. Si la plateforme perd de l'épaisseur, elle change de flottabilité. Si elle frotte moins contre le relief sous-marin, elle retient moins la glace. Si les fractures avancent dans une plateforme déjà amincie, elles deviennent plus dangereuses. Tout se renforce. Ce point est crucial pour éviter une fausse image. Thwaites n'est pas un bloc rigide qui se brise comme du verre. C'est une masse de glace qui se déforme, glisse, flotte, frotte et se fissure. Les processus sont lents à l'échelle d'une vidéo, mais rapides à l'échelle d'un glacier. Et certains changements peuvent durer très longtemps une fois engagés. La plateforme orientale a donc révélé un premier niveau d'escalade. Au début, la question était combien de glace contient Thwaites ? Ensuite, le glacier repose-t-il sur un terrain instable ? Puis, les satellites voient-ils déjà un recul ? Ici, la question devient plus grave. Le frein qui limite ce recul est-il en train de se rompre ? La réponse honnête est prudente. La plateforme n'a pas disparu entièrement. Les projections comportent de grandes incertitudes. Les scientifiques ne peuvent pas annoncer une date exacte de rupture totale. Mais ils savent que cette partie du système est affaiblie, fracturée, et qu'elle ne peut pas être traitée comme un élément solide et permanent. Cette nuance ne rend pas le problème moins grave, elle le rend plus réel. Une catastrophe glaciaire n'a pas besoin d'un moment unique et spectaculaire pour être dangereuse. Elle peut être une série de pertes de résistance, un appui qui diminue, une fissure qui progresse, une ligne d'échouage qui recule, une cavité qui s'agrandit sous la glace. Et justement, la plateforme ne s'affaiblit pas seule. Sous elle circule de l'eau de mer relativement chaude. Cette eau n'est pas visible depuis la surface. Elle ne produit pas d'image aussi claire qu'un iceberg qui se détache, mais elle transporte l'énergie capable de creuser le glacier depuis sa base. Si le contrefort se brise, le frein peut lâcher. Mais pour comprendre pourquoi ce frein s'abîme, il faut suivre l'ennemi invisible qui circule dessous, l'eau chaude de l'océan austral. L'agent qui rongeait ce frein venait de l'océan. Cette eau n'était pas chaude au sens humain. Près de l'Antarctique, une eau proche de 0 degré peut suffire à faire fondre la glace. Le vrai danger était qu'elle atteignait la cavité sous la plateforme. Dans la mer d'Amundsen, les scientifiques surveillent une masse d'eau appelée eau profonde, circumpolaire modifiée. Elle vient de l'océan austral et peut être plus chaude que l'eau de surface antarctique. Elle reste froide pour nous, mais elle transporte assez de chaleur pour faire fondre la glace par en dessous, surtout lorsqu'elle atteint les profondeurs proches du glacier. Cette eau n'arrive pas partout de la même manière. Le fond marin contient des vallées, des seuils et des chenaux. Certaines formes du relief sous-marin peuvent guider l'eau relativement chaude vers les cavités sous les plateformes de glace. Dans le cas de Thwaites, la topographie du fond marin est donc aussi importante que la température de l'océan. C'est une découverte essentielle. On pourrait imaginer que l'océan attaque tout le front du glacier de manière uniforme.
En réalité, la circulation est contrôlée par des passages cachés. Des sillons dans le fond marin peuvent fonctionner comme des routes. L'eau chaude suit ces routes, atteint la base de la glace, puis transfère sa chaleur au glacier. Les vents jouent aussi un rôle. Dans l'océan austral, les changements de vent peuvent favoriser l'arrivée d'eau profonde plus chaude sur le plateau continental. Ce lien entre atmosphère, océan et glace rend Thwaites très difficile à prévoir. Une modification des vents peut influencer la quantité de chaleur disponible sous une plateforme située à des centaines de kilomètres de toute ville. Les campagnes scientifiques ont donc envoyé des navires, des instruments océaniques et des robots dans une région parmi les plus difficiles d'accès de la planète. L'objectif était de mesurer la température, la salinité, les courants et la forme du fond marin. Chaque donnée comptait, parce qu'une petite erreur dans la circulation sous la glace peut changer une projection de fonte. L'eau qui atteint Thwaites ne fait pas simplement fondre la base comme une flamme sous une casserole. La fonte dépend de la turbulence, du sel, de la pression, de la forme de la glace et de la vitesse des courants. Une eau relativement chaude peut passer sous une zone sans y déposer toute son énergie. Ailleurs, elle peut concentrer la fonte dans des endroits très vulnérables. C'est là que le problème devient plus subtil. Si l'on dit seulement « l'eau chaude fait fondre Thwaites », on manque le détail le plus important. Les chercheurs devaient savoir où la fonte était forte, où elle était faible, et quelle forme la base de la glace prenait. Une plateforme peut perdre peu d'épaisseur en moyenne, mais devenir instable si la fonte attaque les bons points faibles. La cavité sous une plateforme de glace est un monde caché. Elle peut contenir des couches d'eau aux températures différentes. Une couche plus froide et plus fraîche peut se former près de la base parce que la fonte produit de l'eau douce. Cette stratification peut réduire la turbulence et donc limiter la fonte sur certaines surfaces plates, mais elle ne protège pas forcément les fissures. Avant les observations directes, une partie de ce monde était représentée par des modèles. Ces modèles étaient indispensables, mais ils simplifiaient certains détails. Les chercheurs savaient que l'eau chaude était présente dans la région. Ils savaient que Thwaites perdait de la glace, mais ils ne savaient pas encore exactement comment la chaleur se distribuait sous la plateforme. C'est pour cette raison que l'International Thwaites Glacier Collaboration a tenté quelque chose de rare, accéder directement à la zone sous la glace. Des équipes ont utilisé de l'eau chaude pour forer à travers plusieurs centaines de mètres de glace, puis elles ont fait descendre des instruments dans l'ouverture, dont un robot capable de filmer et mesurer l'environnement sous la plateforme. Ce type d'opération est difficile à exagérer. Il faut transporter du matériel dans une région extrême, forer la glace sans contaminer inutilement l'environnement, faire descendre des instruments dans une cavité sombre, puis récupérer les données avant que le trou ne se referme. Tout cela pour observer une interface que personne ne peut atteindre à pied. Les résultats ont été plus complexes que prévu. Oui, l'eau relativement chaude était bien là. Oui, elle pouvait faire fondre la glace. Mais la fonte n'était pas simplement maximale partout sous la plateforme. Certaines mesures ont montré que des zones plates de la base fondaient moins vite que ce que des représentations plus simples auraient pu suggérer. À première vue, cela pouvait sembler rassurant. Si la fonte est plus faible dans certaines zones, le glacier va être mieux que prévu. Mais cette lecture était trop simple. Les mêmes observations ont montré que la fonte pouvait être beaucoup plus active dans des formes irrégulières. Des crevasses, des terrasses, des parois inclinées sous la glace. Ce détail change l'histoire. Une base plate qui fond lentement n'a pas le même effet qu'une crevasse qui s'élargit. Si la chaleur se concentre dans les fractures, elle peut aider à modifier la structure de la plateforme sans forcément produire une fonte moyenne énorme. Autrement dit, le chiffre global peut paraître modéré pendant que les points faibles s'aggravent. La question n'était donc plus seulement de savoir si l'eau chaude atteignait Thwaites. Elle l'atteignait, la question devenait plus précise et plus inquiétante. Que fait cette eau une fois coincée sous la glace? Est-ce qu'elle enlève de l'épaisseur partout ou est-ce qu'elle découpe lentement les zones qui maintiennent la plateforme en un seul morceau? Les premières observations directes ont donné une réponse paradoxale.
la fonte n'était pas forcément la plus forte là où les modèles simples l'attendaient. Elle se concentrait dans des endroits capables de transformer des fissures en faiblesses structurelles. Et ce paradoxe allait ouvrir une découverte encore plus troublante, l'océan ne semblait pas toujours s'arrêter à la limite officielle du glacier. La surprise a été que la fonte n'était pas uniforme. Sous certaines surfaces relativement plates, les mesures ont trouvé une fonte plus faible que ce que des modèles simples auraient pu laisser attendre. Mais dans les crevasses et les terrasses de glace, le robot ISFIN a observé un autre scénario. ISFIN est un véhicule sous-marin conçu pour explorer des environnements où aucun humain ne peut aller. Sous Thwaites, il a été descendu dans un forage réalisé à travers plus de 500 mètres de glace. Sa mission était de mesurer la température, la salinité, les courants et d'observer directement la face inférieure de la plateforme. Les résultats publiés en 2023 ont rendu l'histoire moins rassurante, pas plus. Une partie de la base semblait protégée par une stratification de l'eau. Quand la glace fond, elle produit de l'eau plus fraîche, moins salée. Cette couche peut rester près de la base et réduire le mélange avec l'eau plus chaude située en dessous. Moins de mélange signifie parfois moins de fonte sur les surfaces plates. Ce point est important parce qu'il montre que la science ne raconte pas seulement le scénario le plus dramatique. Les mesures ont bien trouvé des endroits où la fonte basale était plus faible que certaines attentes. Si l'objectif était de faire peur à tout prix, ce détail serait ignoré. Mais il est réel et il rend la suite plus troublante. Car au même moment, ISFIN a montré que la base du glacier n'était pas une simple plaque lisse. Elle contenait des terrasses, des marches, des pentes, des crevasses. Dans ces zones, l'eau peut circuler différemment. Elle peut entrer dans les cavités, longer des parois inclinées et concentrer la fonte dans des endroits mécaniquement sensibles. Une crevasse n'est pas seulement un trou, c'est une faiblesse dans la glace. Si elle s'approfondit ou s'élargit, elle peut modifier la manière dont les contraintes se répartissent dans la plateforme. Une plateforme de glace peut perdre sa résistance, non seulement en s'amincissant partout, mais aussi en se découpant au mauvais endroit. La découverte suivante change complètement l'histoire. Le danger ne se résumait pas à une fonte moyenne mesurée en mètres par an. Il fallait regarder la géométrie. Une fonte modérée sur une large surface peut être moins destructrice qu'une fonte ciblée dans des fissures qui guident déjà la rupture. Cela complique les modèles. Un modèle régional ne peut pas toujours représenter chaque crevasse, chaque terrasse, chaque paroi sous la glace. Pourtant, ces formes peuvent contrôler la manière dont la plateforme s'affaiblit. Si elles sont mal représentées, la projection peut manquer le chemin réel par lequel la glace perd sa résistance. C'est pas une accusation contre les scientifiques. C'est la raison pour laquelle ils vont sur place. Les modèles ne sont pas des devinettes. Ils sont construits avec des données, mais dans un endroit comme Thwaite, les données les plus importantes se trouvent sous une masse de glace flottante, dans une cavité sombre et difficile d'accès. Les observations directes ont donc rempli un vide. Elles ont montré que l'océan sous Thwaites est organisé en couches. Elles ont montré que la base de la glace est irrégulière. Elles ont montré que la fonte peut être supprimée sur certaines surfaces, mais accentuée dans les reliefs. Cette combinaison est plus difficile à résumer qu'un simple « ça fond vite », et c'est précisément ce qui la rend inquiétante. Une moyenne rassurante peut cacher une architecture qui se dégrade. Si les fissures s'élargissent, si les terrasses reculent, si les zones de faiblesse se connectent, la plateforme peut perdre sa cohésion sans que la fonte moyenne explique tout à elle seule. Ce détail rejoint les observations satellites de fractures à la surface. Ce que l'on voit d'en haut et ce que le robot voit d'en bas ne sont pas deux histoires séparées. Les fissures visibles peuvent être influencées par l'amincissement, par les contraintes internes et par la fonte dans les crevasses. Le glacier réagit comme un système entier. Il faut aussi distinguer deux choses. ISFIN n'a pas prouvé que tout Thwaites allait s'effondrer immédiatement. Il a montré que les processus sous la glace étaient plus hétérogènes que prévu. Dans un système proche d'un seuil, cette hétérogénéité compte énormément. Ce sont parfois les détails locaux
qui détermine quand une structure perd sa résistance. Les chercheurs doivent donc répondre à une question difficile: comment intégrer ces observations dans des modèles qui prédisent l'évolution sur des décennies ou des siècles? On ne peut pas forer partout. On ne peut pas envoyer un robot sous chaque fissure. Il faut transformer quelques observations directes en compréhension générale du système. Cette limite rend chaque nouvelle mesure plus précieuse. Une température sous la glace n'est pas seulement une valeur. Une image de crevasse n'est pas seulement une image. Une couche d'eau douce près de la base n'est pas seulement un détail physique. Ce sont des indices sur la manière dont Thwaites peut perdre sa stabilité. Et le prochain indice était encore plus grave. Jusqu'ici, l'océan attaquait la plateforme flottante. C'était déjà dangereux parce que cette plateforme sert de frein. Mais la frontière la plus importante reste la ligne d'échouage, là où la glace touche encore le continent. Si l'eau de mer atteint cette zone, le problème change d'échelle. Elle ne ronge plus seulement le frein flottant, elle approche l'ancrage lui-même. Or, des observations récentes ont suggéré que cette frontière n'était pas aussi nette que les cartes le laissaient penser. La fonte étrange observée par les robots avait montré que l'eau attaquait les points faibles. Mais les satellites allaient indiquer quelque chose de plus troublant. L'eau pouvait aussi se glisser plus loin, sous le glacier, dans la zone censée rester posée au sol. La frontière ne semblait pas aussi fixe qu'on la dessinait. Des observations radar récentes ont montré des mouvements compatibles avec des intrusions d'eau de mer sur plusieurs kilomètres sous la glace posée au sol, près de Thwaites. Si cette interprétation est correcte, l'océan atteint l'endroit censé marquer la limite de sécurité. La ligne d'échouage est souvent représentée comme une séparation claire. D'un côté, la glace est posée sur le fond, de l'autre, elle flotte, mais dans la réalité, cette zone peut bouger avec les marées. La glace se soulève légèrement, redescend, se déforme, et l'eau peut entrer ou sortir d'espaces très fins sous pression. En 2024, une étude utilisant des données radars satellitaires a attiré l'attention sur ce mécanisme à Thwaites. Les chercheurs ont observé des variations de hauteur et de mouvement près de la ligne d'échouage. Leur interprétation était que l'eau de mer pouvait s'infiltrer sous la glace terrestre sur plusieurs kilomètres, poussée notamment par les marées. Il faut être précis. Ce type d'observation ne signifie pas qu'un océan ouvert circule librement sous tout le glacier. Il s'agit d'intrusions dans une zone de contact complexe, parfois fine, parfois temporaire, influencée par la marée et la pression. Mais même cette nuance ne rend pas le phénomène anodin. La glace posée sur le fond est censée être la partie qui résiste le mieux à l'océan. Si l'eau de mer atteint cette zone, elle peut apporter de la chaleur près de la base du glacier. Elle peut aussi modifier les conditions de friction entre la glace et le socle. Dans un système déjà en recul, ces détails peuvent accélérer le déplacement de la ligne d'échouage. Ce mécanisme est parfois appelé intrusion d'eau de mer ou pompage par les marées. À marée haute, l'eau peut être poussée plus loin sous la glace. À marée basse, elle peut se retirer en partie. Ce va-et-vient transporte de la chaleur dans une zone que les modèles représentent souvent de façon simplifiée. C'est l'un des points les plus importants pour comprendre pourquoi les prévisions évoluent. Les modèles anciens, ou plus simples, pouvaient traiter la ligne d'échouage comme une frontière relativement nette, mais si l'eau avance et recule sous la glace terrestre, alors la zone de fonte n'est pas seulement au bord. Elle peut s'étendre plus loin dans l'intérieur du glacier. Cela ne veut pas dire que les scientifiques ignoraient totalement le phénomène. Les marées et la flexion des plateformes sont étudiées depuis longtemps. Mais la possibilité d'intrusion étendue sous Thwaites, détectée sur plusieurs kilomètres, rend le problème plus concret. Elle montre que la transition entre glace posée et glace flottante peut être plus poreuse que prévu. Cette découverte est plus grave que les fissures de surface. Une fissure fragilise la plateforme, une intrusion d'eau près de la ligne d'échouage touche le point où le glacier reste attaché au continent. C'est là que se joue la différence entre une plateforme qui s'abîme et une masse terrestre qui commence à se libérer. Les conséquences pour la fonte peuvent être importantes. L'eau de mer sous pression peut échanger de la chaleur avec la base de la glace. L'eau issue de la fonte
plus douce, peut modifier la circulation locale. Les marées peuvent renouveler l'eau et empêcher une simple couche froide de protéger durablement la base. Tout cela reste difficile à quantifier précisément. C'est pourquoi les scientifiques restent prudents. Les observations radar suggèrent un processus. Elles ne donnent pas encore une mesure complète et définitive de son impact à long terme. Il faut relier ces données aux forages, aux mesures océaniques et aux modèles de glace, mais le simple fait que ce mécanisme existe à cette échelle change la manière de regarder Thwaites. La question centrale devient alors: où commence vraiment l'océan sous le glacier? Si la ligne d'échouage n'est pas une frontière nette, le glacier peut être attaqué dans une zone plus large que celle représentée sur une carte. Et dans un lit rocheux qui descend vers l'intérieur, un petit déplacement peut avoir des conséquences disproportionnées. Ce détail remet aussi en question une image rassurante. On pourrait penser que tant que la glace est encore posée, elle est protégée. Mais la base d'un glacier marin n'est pas une fondation sèche. Elle peut être humide, pressurisée, parcourue par de l'eau douce venant de la fonte et par endroits atteinte par de l'eau salée. Ce n'est pas un bloc scellé. Le glacier devient alors un système de seuil invisible. Une plateforme se fracture. La fonte se concentre dans des crevasses. L'eau relativement chaude circule dans des cavités, puis elle semble pouvoir pénétrer sous la zone terrestre. Chaque étape rapproche l'océan du cœur mécanique du glacier. Mais ce n'est pas encore le plus troublant. Jusqu'ici, tout pourrait donner l'impression d'un phénomène inédit, provoqué par le climat actuel et observé seulement depuis quelques décennies. Les satellites regardent depuis peu à l'échelle glaciaire. Les forages sont rares, les robots sous la glace sont encore plus rares. Pour savoir si Thwaites peut reculer brutalement, il faut chercher une mémoire plus ancienne que les satellites. Et cette mémoire ne se trouve pas dans la glace visible. Elle se trouve sur le fond de la mer, devant le glacier, gravée dans les sédiments. Les observations modernes montraient que l'océan avançait vers l'ancrage de Thwaites. Mais le fond marin allait révéler quelque chose de plus inquiétant. Le glacier a déjà reculé très vite. Le fond marin a montré que ce genre de recul rapide n'était pas seulement une crainte moderne. Devant Thwaites, des chercheurs ont cartographié des rides régulières imprimées dans les sédiments. Elles ont été interprétées comme les traces d'une ancienne ligne d'échouage qui reculait au rythme des marées. Cette découverte est importante parce qu'elle ne vient pas d'un modèle, elle vient d'une carte du fond marin. Des véhicules et instruments ont mesuré la topographie devant le glacier avec une précision suffisante pour voir de petites crêtes parallèles. Ces formes ne ressemblaient pas à un relief aléatoire. Elles portaient la signature d'un ancien contact entre la glace et le fond. L'interprétation proposée par les chercheurs est la suivante. Quand la ligne d'échouage recule, la glace peut toucher le fond à marée basse et se soulever à marée haute. Ce mouvement peut laisser des marques régulières dans les sédiments, un peu comme une aiguille qui imprime des traces en se déplaçant. En mesurant l'espacement des rides, on peut estimer la vitesse de recul passée. Une étude publiée en 2022 a suggéré qu'à un moment relativement récent à l'échelle géologique, Thwaites avait connu une phase de recul beaucoup plus rapide que les vitesses observées par satellite dans certaines périodes modernes. Les chercheurs ont évoqué un ordre de grandeur d'au moins 2 km par an pendant un épisode court. Il faut traiter ce chiffre avec prudence. Il ne signifie pas que Thwaites recule aujourd'hui partout à cette vitesse. Il ne signifie pas non plus que le même recul va forcément se reproduire demain. C'est une reconstruction à partir de traces géologiques, pas une prédiction directe, mais elle prouve une chose essentielle. Le système en est physiquement capable. Cette preuve change la perception du risque. Avant, un recul très rapide pouvait être vu comme une sortie extrême de modèle. Après la cartographie du fond marin, il devient un comportement déjà enregistré par le glacier. Thwaites a laissé derrière lui les traces d'un recul en impulsion, pas seulement d'un glissement lent et régulier. C'est plus inquiétant qu'une simple accélération. Un glacier peut évoluer pendant longtemps de manière relativement progressive, puis traverser une zone du fond marin qui favorise un recul plus rapide.
Si la ligne d'échouage se trouve sur une bosse, elle peut rester stabilisée un temps. Si elle franchit cette bosse et entre dans une pente défavorable, le comportement peut changer. La topographie sous Thwaites est donc une pièce centrale du mystère. Le fond marin contient des crêtes, des bassins et des pentes. Certains reliefs peuvent ralentir le recul, d'autres peuvent l'encourager. Le glacier ne réagit pas seulement à la température de l'océan, il réagit aussi à la forme exacte du terrain qu'il quitte. Ce détail explique pourquoi les chercheurs dépensent autant d'efforts pour cartographier ce que personne ne voit. Une différence de profondeur ou une marche dans le socle peut modifier la trajectoire du glacier. Une zone d'ancrage peut tenir pendant des années, puis perdre son rôle si la glace s'amincit assez pour flotter au-dessus. Le fond marin raconte donc une histoire que les satellites ne peuvent pas raconter seuls. Les satellites couvrent quelques décennies, ce qui est énorme pour nous, mais très court pour un glacier antarctique. Les sédiments, eux, gardent la mémoire de phases antérieures. Ils montrent ce qui a déjà été possible sans que personne ne l'observe directement. Cette mémoire est essentielle pour évaluer le présent. Si un glacier n'a jamais montré de recul rapide dans ses traces anciennes, un scénario brutal demande plus de prudence. Mais si le glacier a déjà reculé rapidement dans des conditions comparables ou partiellement comparables, le scénario devient plus crédible. Pas certain, crédible. Dans le cas de Thwaites, cette découverte renforce les inquiétudes liées à la ligne d'échouage. Les intrusions d'eau de mer suggèrent que l'océan peut atteindre une zone plus large sous la glace. Les cartes du fond marin suggèrent que lorsque cette zone recule, elle peut le faire vite. Les deux indices ne sont pas identiques, mais ils pointent vers le même point faible. Il faut aussi comprendre ce que vite signifie ici. Pour un humain, 2 km par an peut sembler lent. Pour une ligne d'échouage antarctique, c'est rapide. C'est un déplacement majeur dans un système qui contrôle des volumes immenses de glace. Et si ce recul se poursuit ou se répète par épisode, les conséquences s'accumulent. La montée des mers n'a pas besoin d'un effondrement instantané pour devenir grave. Elle dépend du flux de glace vers l'océan année après année. Si le glacier accélère, si la ligne d'échouage recule, si la plateforme perd son effet de frein, alors la contribution à la montée des eaux peut augmenter pendant très longtemps. La découverte du fond marin casse donc une illusion. Thwaites n'est pas seulement un glacier qui fond lentement sous un climat plus chaud. C'est un système capable de transition rapide quand les conditions s'alignent. Les chercheurs ne savent pas exactement quand ces transitions peuvent se produire, mais ils savent qu'elles font partie de son histoire. Et cette histoire ne concerne pas seulement Thwaites. Un glacier qui recule rapidement peut modifier les contraintes autour de lui, il peut ouvrir l'accès à des bassins intérieurs, il peut affaiblir une région déjà vulnérable. Le chiffre de 65 cm, aussi massif soit-il, ne décrit donc qu'une partie du danger. La preuve géologique rend le scénario plus réel. Thwaites peut reculer par à-coups. Mais si ce recul franchit certains seuils, le problème ne s'arrête pas à son glacier. Il peut devenir un effet domino dans l'Antarctique occidental. Le verrou ne protège pas seulement Thwaites. Il se trouve devant une région de l'Antarctique occidental où plusieurs bassins de glace reposent eux aussi sous le niveau de la mer. Si le recul de Thwaites se propage, le chiffre de 65 cm cesse d'être le plafond du problème. C'est la raison pour laquelle Thwaites possède autant des scientifiques. Le glacier qui ajoute environ 65 cm dans une mer de mer est déjà un risque majeur. Mais Thwaites sont aussi situés dans une partie de la calotte antarctique, vulnérable à l'instabilité marine. Derrière lui se trouvent des réservoirs de glace beaucoup plus vastes. L'Antarctique occidental n'est pas une montagne de glace posée entièrement sur un continent haut et sec. De larges zones reposent sur un socle en dessous du niveau de la mer. Dans ces conditions, l'océan peut jouer un rôle beaucoup plus important que dans une calotte terrestre classique. La mer peut atteindre la base, retirer de la glace et favoriser le recul. Thwaites est souvent décrit comme un point faible ou un verrou de cette région. Cette image est simplifiée, mais elle capture une idée réelle. Si Thwaites recule
fortement, il peut réduire la résistance exercée à l'avant d'un bassin glaciaire. Il peut aussi modifier les pentes, les flux et les contraintes qui influencent la glace voisine. Il ne faut pas dire que Thwaites contrôle à lui seul toute l'Antarctique occidentale, ce serait exagéré, la calotte est complexe, d'autres glaciers comme Pine Island jouent aussi un rôle important. Les réponses varient selon les bassins, la topographie et les conditions océaniques. Mais Thwaites est l'un des points les plus critiques du système. Les ordres de grandeur expliquent pourquoi. La perte complète de Thwaites représenterait environ 65 cm de montée moyenne globale. La perte beaucoup plus large de la calotte ouest antarctique représenterait plusieurs mètres, souvent autour de 3 mètres, dans les estimations globales. Ces chiffres concernent des échelles de temps longues, mais ils transforment complètement le risque. 3 mètres de montée moyenne des mers ne sont pas un décor de film, c'est une reconfiguration des littoraux. Les deltas, les îles basses, les zones portuaires, les nappes phréatiques côtières et les défenses contre les tempêtes seraient affectées. Même une fraction de ce chiffre suffit à rendre des événements extrêmes plus fréquents dans de nombreuses régions. Il est important de le dire clairement, Thwaites ne provoquera pas une vague mondiale soudaine. La menace n'est pas un tsunami. La menace est une hausse durable du niveau de la mer qui s'ajoute aux tempêtes et aux marées. Une ville n'a pas besoin d'être engloutie en une nuit pour devenir beaucoup plus difficile à protéger. Le risque domino vient des rétroactions. Si la plateforme perd son effet de frein, la glace terrestre accélère. Si la ligne d'échouage recule sur un lit plus profond, le flux peut augmenter. Si l'océan accède plus loin sous la glace, la fonte basale peut s'étendre. Si la glace voisine perd des appuis, elle peut à son tour accélérer. Chaque mécanisme pris seul comporte des incertitudes. Ensemble, ils dessinent un système qui peut sortir de son équilibre. C'est pour cela que les rapports scientifiques, y compris ceux évalués par le GIEC, soulignent l'incertitude particulière liée aux calottes glaciaires, surtout pour les scénarios de haute montée des mers à long terme. L'incertitude ne signifie pas que le danger est imaginaire. Elle signifie que l'intervalle des futurs possibles reste large. Dans certains scénarios, Thwaites recule plus lentement. Dans d'autres, des processus difficiles à mobiliser accélèrent la perte de glace. La partie inquiétante est que certains de ces processus ont déjà été observés ou suggérés par des données récentes. Les fractures de la plateforme ne sont donc pas un détail local. La fonte concentrée dans les crevasses n'est pas seulement une curiosité sous-marine. Les intrusions d'eau de mer près de la ligne d'échouage ne sont pas seulement un problème de cartographie. Le recul rapide enregistré dans les sédiments n'est pas seulement une archive. Tous ces indices touchent le même mécanisme global, la perte de retenue. C'est aussi pourquoi la question « quand » est si difficile. Les grandes masses de glace ont une inertie énorme. Elles peuvent réagir lentement pendant longtemps. Puis, un changement de géométrie peut accélérer le flux. Les scientifiques peuvent modéliser des trajectoires, mais ils ne peuvent pas observer à l'avance chaque fracture, chaque chenal sous-marin et chaque intrusion d'eau. La comparaison avec une porte est utile, mais incomplète. Une porte s'ouvre d'un coup. Thwaites, lui, peut perdre son verrouillage par étapes. Un appui sous-marin devient moins efficace. Une plateforme se fragmente, une ligne d'échouage recule, une vallée sous-glaciaire devient accessible à l'océan. Chaque étape laisse entrer un peu plus de changement. Cela rend l'effet domino difficile à stopper. Une fois que de la glace terrestre s'écoule plus vite vers l'océan, il ne suffit pas de refroidir légèrement l'air pour la remettre en place. Il faudrait recréer de l'épaisseur, regagner un appui, refaire avancer la ligne d'échouage et modifier les conditions océaniques. À l'échelle humaine, ce genre de retour en arrière peut être extrêmement long. C'est le cœur du cauchemar scientifique. Thwaites n'est pas terrifiant parce qu'il cache une date secrète d'effondrement total. Il est terrifiant parce qu'il peut engager une trajectoire longue, mesurable et difficilement réversible. Le vrai danger n'est pas seulement ce qui se voit aujourd'hui. C'est ce qui peut devenir inévitable avant que ses effets complets soient visibles. Le glacier de l'apocalypse n'est donc pas seulement une masse de glace en train de craquer. C'est un
test grandeur nature de notre capacité à prévoir un système qui réagit par seuil, rétroaction et retard. Et dans ce test, les observations récentes ont souvent rendu l'image plus complexe, pas plus rassurante. Mais si les indices sont aussi nombreux, une question reste impossible à éviter. Pourquoi les scientifiques ne peuvent-ils toujours pas donner une date claire? Pourquoi ne pas dire simplement « Thwaites tiendra 50 ans, 100 ans, 2 siècles ?» La réponse est le dernier élément dérangeant de cette histoire. Le compte à rebours existe, mais personne ne connaît exactement la forme de l'horloge.